BFM Business, midi, l'heure H. L'info avec Guillaume Paul. Il est midi, soyez les bienvenus dans le Rush sur BFM Business. Dans l'actualité de ce mercredi, d'abord une confirmation, ça y est, les banques commencent vraiment à freiner sur la distribution de crédits immobiliers. On vient d'avoir des chiffres là pour le mois de février et par rapport à janvier, déjà vous allez voir qu'on sent clairement la différence. On va voir ça dans un instant avec Marie Cœur de Roy. Sinon, à 18 jours du premier tour, un grand patron se mobilise contre le Front National. Il nous l'a expliqué ce matin sur BFM Business. Il a écrit à ses salariés carrément pour les mettre en garde contre le vote FN et ses éventuelles conséquences pour l'entreprise et donc pour ces mêmes salariés. Vous allez l'entendre dans un instant. Et puis chez PSA Peugeot Citroën, c'est le grand retour des embauches du côté de Rennes. Une grosse campagne de recrutement est en cours. 400 personnes vont être recrutées d'ici le mois de juin pour produire encore plus de SUV. C'est une grosse revanche pour un site qui tournait vraiment au ralenti depuis quelques années, nous dira Mathieu Seva dans ce journal. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Dans un quart d'heure, bien sûr, les experts de l'orage, l'actualité de la tech, de l'IMO, du luxe et de la culture. La bourse de Paris, elle est calme encore ce midi. Le CAC 40 grappille quand même 0,16%. 5109 points en ce moment pour le CAC. Retrouvez le journal de l'économie avec Best Western Hotels & Resorts. 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. Donc, ça fait un petit moment que tout le monde prévient que Marie Cœur de Roy... Oui, c'est pas tout le monde. Déjà, Marie Cœur de Roy notamment prévient, absolument. Ça fait un moment que vous nous dites que les choses vont se calmer sur le marché immobilier. Et là, on a eu un chiffre il y a quelques heures qui nous le confirme. En février, on n'a pas encore les chiffres de mars, mais sur le mois de février, déjà, on a senti qu'il y avait beaucoup moins de crédits à l'habitat produit par rapport à janvier. Ça veut dire quelque chose. Oui, c'est un premier signe, effectivement. Alors après, on n'est pas sur un coup d'arrêt de la production de crédit, mais les chiffres de la Banque de France traduisent bel et bien ce changement de tendance. On a eu 32,6 milliards d'euros de crédits accordés au mois de février. C'est spectaculaire. Ça reste très, très, très élevé, mais c'est tout de même quasiment 12% de moins que le nombre de crédits accordés au mois de janvier. On avait atteint un record historique. On était à 37 milliards d'euros de crédits à l'habitat sur un seul mois. Alors pourquoi cette bascule ? D'abord, on a la baisse sensible et prévisible des renégociations de crédits. Il y en a pour à peu près 3 milliards d'euros de moins dans les chiffres de février. Quasiment tout éclusé déjà à la fin de l'année. C'est ça. Enfin là, ça continue, mais c'est-à-dire que c'est vraiment la queue de comète. Là, tout ce qui devait être renégocié l'est. Pourquoi ? Parce qu'on a évidemment cette hausse de taux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a les nouveaux crédits qui eux aussi reculent dans une moindre mesure, mais quand même on a quand même 1 milliard d'euros de moins de nouveaux crédits accordés en février. Alors il y a un effet de calendrier quand même, c'est les vacances scolaires en février, mais pas que. Je vous rappelle que le courtier Empruntis a constaté dans son réseau une stabilisation des crédits accordés au mois de mars. Il table même sur une légère baisse au mois d'avril, un retour au calme sur le front de la demande immobilière qui incite d'ailleurs les courtiers à croire que la stabilisation au niveau des taux d'intérêt est elle aussi possible et pourquoi pas une légère baisse en ce printemps. Vous savez, on a coutume de dire que le printemps de l'immobilier, les banques sont d'autant plus généreuses, et ça pourrait de nouveau être le cas, même en pleine remontée des taux d'intérêt. Carrément, alors qu'on disait que ça allait remonter doucement mais sûrement, on peut avoir des petits... Là on voit les derniers chiffres de crédit logement CSA sur l'évolution des taux d'intérêt, la hausse elle est minime, elle se ralentit, on est plus 0,02% sur le mois de mars, donc effectivement on voit bien que cette hausse elle reste quand même très très faible. Bon, donc encore des petites opportunités finalement pour le printemps. Merci beaucoup Marie Cœur de Roy avec nous sur BFM Business. On est donc à 18 jours du premier tour de l'élection présidentielle et on voulait vous faire réentendre ce que nous a dit un grand patron ce matin sur BFM. Lui le dit clairement, il a décidé de se mobiliser contre le Front National. C'est Jean-Luc Petit-Huguenin, patron de Paprec. On est dans la gestion des déchets. Il a écrit à ses salariés pour leur dire que la sortie de l'euro et de l'Europe, ça sera vraiment le scénario catastrophe pour l'entreprise. Écoutez, c'était ce matin sur BFM. J'ai écrit 2 fois à mes salariés en 20 ans. La première fois, c'était la crise de 2009. Après l'effondrement de Lehman Brothers, il s'est passé quelque chose de terrible dans l'économie. Nous, notre chiffre d'affaires a chuté de 50% pendant un trimestre. On ne pouvait plus vendre. Je vends des matières dans 70 pays dans le monde. Je ne pouvais plus vendre une tonne. Et là, qu'est-ce que je leur ai écrit ? Je leur ai dit, pas de panique. La dernière mesure que je prendrai, c'est l'emploi. Je ferai tout ce qu'il faut avant et je suis sorti de la crise sans avoir licencié une seule personne. C'est ce que je leur avais écrit à l'époque. Eh bien aujourd'hui, je renouvelle et je leur dis, écoutez, ce programme me semble de sortie de l'euro suffisamment dangereux, suffisamment risqué
pour que je vous écrive, je vous informe. Moi, je trouve l'Europe formidable. L'euro, quelque chose de formidable. Aujourd'hui, on arrive à construire des relations dans la durée dans lesquelles on s'est exonéré d'un risque formidable et par exemple, si vous prenez mon cas, moi on a augmenté nos échanges avec l'Espagne dans des proportions considérables puisqu'il n'y a plus de risque de change. Donc, au bout d'un moment, ça m'énerve qu'on oublie tout le temps les acquis formidables qu'on a bâtis tous ensemble. L'euro, c'est une réussite. Voilà, Jean-Luc Petitguenin, patron de Paprex ce matin dans Les Experts avec Nicolas Dos sur BFM Business. Donc prise de position contre le Front National, très clair à 18 jours donc maintenant du premier tour de l'élection présidentielle. Midi 6. On avait envie d'une bonne nouvelle aujourd'hui, figurez-vous, et on avait envie de rappeler que du côté de l'emploi, quoi qu'en disent certains, il y a quand même des bonnes nouvelles. Mathieu Sévin, bonjour. Bonjour Guillaume. C'est du côté de PSA et de Rennes qu'on a des bonnes nouvelles parce que, faut le rappeler, il y a en ce moment une grande campagne de recrutement là-bas. C'est quoi? C'est 400 personnes? Exactement. Vous savez, le Made in France. PSA y est très attaché. Ouais. Alors le groupe vient de commencer à recruter 400 personnes pour son site de Rennes. Il faut quand même rappeler que l'usine était au bord de la fermeture il y a encore quelques temps. Alors le but est que le site produise nuit et jour à partir du mois de juin. Il s'agit d'accompagner l'offensive produit décidée par Carlos Tavares, des gros SUV qui vont devoir aller concurrencer le leader du segment, c'est-à-dire Volkswagen. Alors, depuis le début de l'année, l'usine de Rennes assemble le Peugeot 5008. Le niveau des précommandes est tel que ça permet au président de PSA de dire que ça va être un véritable carton. Alors, pour éviter des délais de livraison beaucoup trop longs, il n'y a qu'une seule solution, c'est augmenter les cadences de production. Et alors, ces 400 emplois, ça risque d'être qu'une première étape pour l'usine de Rennes, puisque le site breton sera chargé à partir de l'année prochaine de fabriquer un autre crossover, cette fois pour Citroën, un plan de charge qui assure l'avenir de l'usine pour une dizaine d'années. C'est ce qu'aime à répéter Carlos Tavares régulièrement. Grosse revanche pour ce site de Rennes qui effectivement est passé pas loin de la fermeture il y a quelques années, Mathieu. Exactement. Mathieu Sévin avec nous sur BFM Business. Un petit mot de la situation en Guyane. Les discussions n'ont toujours pas redémarré, en tout cas officiellement, entre le gouvernement et le collectif qui rassemble l'ensemble des mouvements grévistes. Ça s'arrange d'autant moins que depuis quelques heures, c'est du côté de Cour en fait que la contestation prend de l'ampleur. Là-bas, le centre spatial, vous savez, d'où sont tirés les fusées d'Ariane Espace, notamment le centre spatial est désormais occupé par plusieurs dizaines de personnes. Et ça depuis maintenant une bonne douzaine d'heures. Et puis les Américains ont confirmé tout à l'heure que la Corée du Nord avait bien lancé un missile balistique dans la mer du Japon, tard hier soir pour nous en France. Corée du Nord dont on parlera sans doute entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, vous savez, qui se verront demain en Floride. Grosse rencontre dont on parlera évidemment très très largement, que tout le monde attend, que les marchés financiers notamment attendent avec beaucoup d'impatience. Et puis alors on a des petits soucis aujourd'hui pour Amazon. Anthony Morel, bonjour. Bonjour Guillaume. Ça arrive, Amazon peut avoir des soucis quand même, ils ne sont pas toujours obligés d'innover. Ils vont devoir rembourser donc 70 millions de dollars à des parents. Des parents dont les enfants ont téléchargé, sans qu'ils soient au courant évidemment, des applications payantes. Alors, payer 70 millions de dollars quand on s'appelle Amazon, c'est pas un souci. Par contre, c'est la stratégie qu'on prend un coup, visiblement. Absolument. C'est un cas, je pense que beaucoup de parents ont rencontré, le fameux, on prête l'iPad ou l'iPhone ou le smartphone à l'enfant, au petit dernier, et puis il va aller sur des applications, il va acheter des jeux, ou la dernière tablette Amazon, évidemment, il va acheter des jeux ou faire des dizaines ou des centaines d'euros d'achat, on s'en rend pas forcément compte, et on a la facture 2 ou 3 jours plus tard. Et là, c'est le drame. Et voilà, exactement. Et ce qu'estime la FTC, donc cet organisme qui protège les consommateurs aux États-Unis, eh bien c'est que dans ce cas-là, Amazon, mais ça pourrait être aussi Apple ou Google, ça a déjà été le cas, il y a eu des précédents, eh bien est responsable et doit donc rembourser aux parents ces achats qui ont été faits sans en avoir conscience, qui ont été faits dans le dos des parents, et donc c'est Amazon qui est responsable. Il y a eu effectivement plusieurs précédents. 70 millions, effectivement, c'est rien pour Amazon. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est une remise en compte de la stratégie d'Amazon. Ce que dit la FTC en substance, c'est que Amazon ne
protège pas assez lorsqu'on fait des achats, qu'il devrait mettre des verrous supplémentaires, des mots de passe par exemple qu'on devrait taper. Or, Amazon, toute leur stratégie, on pourrait la résumer par ce slogan, c'est acheter comme on respire. C'est vraiment ça, leur stratégie, c'est de faire en sorte que tout se fasse sans couture, le plus simplement possible, qu'on n'ait pas besoin de cliquer 10 fois à 10 endroits différents, de taper des mots de passe. Donc là, on va vraiment à l'encontre de leur stratégie et donc évidemment, ça met un petit peu à mal cette stratégie du acheter comme on respire. Acheter comme on respire, effectivement, tout est dit. Il faut pouvoir prouver que ce sont les enfants qui ont commandé ça. Il y a un moyen. Oui, alors ça c'est toujours un petit peu compliqué. Hein. Ça se base quand même beaucoup sur la bonne foi en réalité des consommateurs. En général, Amazon a plutôt tendance à rembourser rubis sur l'ongle, quoi qu'on arrive. Si on leur envoie un mail en disant je voulais pas, je vous jure, j'ai fait cet achat-là par ça marche une fois, hein, ça marche pas 10 fois évidemment, mais ils font plutôt confiance en général aux consommateurs. Ils ont un service client. Enfin, en général, la priorité pour le client est quelque chose d'assez important. Et comme vous dites, ils peuvent se le permettre 70 millions là pour le. Oui, là c'est rien. Merci beaucoup, Anthony. Dans l'actualité toujours des entreprises, on a appris ce matin que BlaBlaCar allait se lancer cette fois dans la location de voitures longue durée, figurez-vous. BlaBlaCar va lancer un service par le biais d'un partenariat avec Opel et avec ALD. ALD, c'est la filiale de location auto de la Société Générale. Alors attention, dans un premier temps, ça sera réservé à ceux qu'on appelle les membres ambassadeurs de BlaBlaCar, c'est-à-dire les personnes qui sont utilisateurs depuis au moins 12 mois et qui ont obtenu au moins 90% d'avis positifs. Dans un premier temps, donc, les membres ambassadeurs, et puis après, BlaBlaCar explique que ça pourrait être élargi à d'autres publics, évidemment. Havas, lui, nous a annoncé qu'il se renforçait encore en Chine. Il va lancer là-bas une co-entreprise avec un groupe local qui s'appelle GIMC, qui compte près de 300 clients, des gros clients. Vous avez Nissan, vous avez China Mobile, vous avez China Telecom. Havas aura 51% de cette co-entreprise qui sera basée à Shanghai, mais qui pourrait ensuite, nous dit Havas, ouvrir d'autres bureaux du côté de Pékin notamment. Et puis Accor Hotel lui a passé un accord avec le réseau bancaire chinois, toujours UnionPay International, accord pour mettre au point, vous l'avez compris, une solution de paiement plus simple pour la clientèle asiatique au sens large, toute la clientèle asiatique qui vient dans les établissements d'Accor Hotel du côté de la France. Midi 12, on va aller faire un petit tour du côté du MIP TV à Cannes. Vous savez, c'est le grand salon des professionnels de l'audiovisuel. C'est là que les chaînes viennent acheter les programmes qui seront diffusés quelques mois plus tard. Alors, qu'est-ce qui fait la tendance cette année ? Ce qu'on appelle le brand content, c'est-à-dire des programmes conçus par des marques. C'est-à-dire qu'on a deux mondes là qui se rapprochent de plus en plus. Les annonceurs qui veulent faire passer de nouveaux messages et les chaînes de télé qui désormais cherche de nouvelles ressources financières. On voit tout ça avec Simon Tannenbaum qui est à Cannes pour BFM Business. La frontière entre publicité et programme télé est en plein bouleversement. Aux États-Unis, par exemple, une des plus grandes chaînes du pays, ABC, lance une émission, une télé-réalité conçue en partenariat avec Mattel, le fabricant de jouets. Des inventeurs vont venir pitcher leurs jouets devant des experts de l'industrie et un panel d'enfants testeurs. Mattel fabriquera évidemment le jouet gagnant. Ça va très loin aussi avec Pepsi qui se lance dans la conception d'un film, d'un long métrage entièrement conçu par son agence de pub. On va retrouver au cœur du scénario l'icône publicitaire de Pepsi aux États-Unis, Uncle Drew, interprété par une star du basket qui réalise des exploits grâce à la consommation de Pepsi allégée en sucre. Le long métrage sera disponible sur Internet et sortira même peut-être en salle. Dernier exemple de cette mutation à l'heure où les annonceurs cherchent à contourner la défiance des consommateurs envers la pub, eh bien l'agence BETC, connue notamment pour les pubs Evian, elle vient d'annoncer la création d'un studio de production à Hollywood pour aller plus loin dans les contenus de marque. Les fameux bébés des pubs Evian pourraient ainsi bientôt devenir de véritables personnages qu'on pourrait retrouver dans une série. Simon Tannenbaum, donc au MIP TV de Cannes pour BFM Business. Midi 14, on va sur les marchés. Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs, en bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. On va sur les marchés, on trouve Vincent Touraine depuis le siège d'Euronext à Paris. Bonjour Vincent, on est encore sur une séance un petit peu calme, on va le dire comme ça. Ouais, c'est pas folichon depuis quelques jours. On tourne en rond tout au long de la matinée, et puis ensuite soit on prend le chemin de la baisse, soit on prend le chemin de la hausse. Hier on gagnait 0,3% en clôture.
Là, bon, on est en légère progression, mais après avoir pas mal hésité tout au long de la matinée. Plus 0,14% pour le CAC 40, on est à 5108, des hésitations dues au contexte géopolitique. Les places asiatiques ce matin ont été pas mal affectées par ce nouveau tir de missiles sud-coréens en mer du Japon. Cela la veille de la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump. On attend les chiffres de l'emploi américains ce vendredi. Cela dit, bon, il y a des rendez-vous qui ne prêtent pas trop à conséquence, comme par exemple les minutes de la Fed qui vont être publiées cet après-midi concernant la dernière réunion de la Fed, qui pourront nous en dire plus sur celle du mois de juin. Puis on aura les stocks de pétrole aussi qui pourraient réserver de bonnes surprises. Le pétrole qui est très ferme d'ailleurs, qui explique en grande partie la petite hausse que l'on a aujourd'hui, avec un baril de Brent qui est pratiquement assez plus haut en un mois, à 54,75 $. Et bien ça permet par exemple à Technip FMC d'être la plus forte hausse du CAC 40. Déjà très bien orienté hier, le titre Technip, il l'est encore aujourd'hui, plus de 49%. On a Total qui est très bien orienté aujourd'hui encore, plus 1,17. À part cela, on a les valeurs bancaires qui se reprennent quelque peu, surtout Crédit Agricole en progression de 1,53%. On a de l'animation aussi qui est mise par les changements de recommandations, les relèvements de recommandations, notamment du côté de Capgemini qui progresse, c'est la deuxième plus forte hausse du CAC, de 2,07% grâce à un relèvement d'objectifs de cours plus précisément de la part de JP Morgan. Et puis à l'autre extrémité du classement, on a des valeurs qui baissent sans véritable raison. Nokia par exemple, moins 0,82. Renault qui continue de consolider. L'automobile un petit peu faiblarde depuis le début de la semaine, moins 0,76. Vivendi, moins 0,72%. Hors CAC 40, qu'est-ce que l'on a? On a Iliad qui décroche de 2,57%. Ça c'est certainement dû à l'annonce hier après clôture du placement privé par Xavier Niel d'1 million d'actions, soit 1,7% du capital. Ça peut expliquer la pression baissière sur le titre Iliad. Et puis JC-Deco qui est dégradé par JP Morgan et par Goldman Sachs du fait de la perte de son contrat des Vélib parisien. JC-Deco moins 3,87%. Je vous rappelle le CAC 40 plus 0,15, 5109 Guillaume. Merci beaucoup Vincent. Et puis on suit, je vous rappelle, la séance une bonne partie de la journée sur BFM Business. 10h midi intégral placement, 15h30, 18h intégral bourse en direct bien sûr sur BFM Business, à la télé, à la radio. Et sur Internet, les experts de l'orage sont là, eux aussi, à la télé, à la radio, sur Internet, comme tous les jours. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas Asportas, la culture dans un instant. Marie Cœur de Roy dans un instant, l'immobilier. Et Anthony Morel tout de suite. Double ration. Double ration. Qui nous dit quoi, Anthony Morel? Que, accrochez-vous, ça y est, le tourisme spatial devient une réalité. L'entreprise américaine Blue Origin proposera dès l'an prochain des voyages hors de l'atmosphère pour ceux qui en ont envie. Et surtout ceux qui ont les moyens. Oui, aussi. On pourra quand même dans quelques mois acheter un billet vers l'espace comme on achète aujourd'hui un Paris-Barcelone. Un ticket vers l'espace. Un peu plus cher quand même, mais ce sera le principe. Alors Blue Origin, c'est pas n'importe qui, c'est l'autre entreprise de Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Tiens donc. Voilà, il construit des fusées. Oui. Et l'une de ces fusées, alors il en a dit un petit peu plus, il a dévoilé à quoi ressembleront les capsules qui nous enverront dans l'espace. Alors ces capsules, elles seront montées au sommet d'une fusée, elles embarqueront 5 personnes. Elles seront, alors en gros, on monte dedans, on est propulsé à 100 km de la Terre, et là, la capsule se détache, et on est en apesanteur, et alors on profite du paysage. On a, alors c'est assez intéressant, des grands hublots, des hublots de plus d'1 mètre de haut, ça c'est très très rare. Ouais. Les hublots dans les avions, c'est tout petit, parce qu'on est dans un univers pressurisé, donc là, il y aura quand même une prouesse en termes d'innovation pour avoir ces très grands hublots, et donc on pourra comme ça profiter de la vue sur la Terre, ça doit être absolument magnifique. Faudra en profiter assez vite, puisque le vol durera 11 minutes chrono. Donc on est entre l'attraction de fête foraine et le voyage spatial, quoi, si vous voulez. 11 minutes. Voilà. Et ça fait 200 000 €, donc ça fait cher la minute. Voilà, ça fait cher la minute, 200 000 €. Alors, c'est des estimations, en fait, on se base sur les prix qui vont être pratiqués par Virgin Galactic, qui est un grand concurrent, parce que vous savez qu'il y a une bataille de milliardaires. Vous avez Elon Musk avec SpaceX, on a Branson avec Virgin Galactic, et on a donc Jeff Bezos avec Blue Origin, et tous veulent promouvoir le tourisme spatial. Il faut savoir que les prix risquent de baisser drastiquement aussi assez vite, puisqu'on va avoir ces fameuses fusées réutilisables dont on parle régulièrement, qui vont permettre, alors qu'aujourd'hui c'est des Kleenex de luxe, les fusées elles servent une fois et ensuite elles se désintègrent. Là on pourra les utiliser plusieurs fois, ce qui devrait faire quand même un petit peu baisser les prix. Et alors dans le genre téméraire aussi, alors, donc là on est sur le voyage hors de l'atmosphère terrestre, vous avez aussi le voyage sur Mars. Oui.
Alors, c'est plus long, mais c'est gratuit là. Là, c'est gratuit. C'est Elon Musk qui propose ça. Oui, mais on n'est pas sûr de revenir. Bah, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est que là, pour le coup, il n'y a que l'aller, il n'y a pas de retour. C'est le projet d'Elon Musk. Hein, vous savez, à partir de 2024, il veut réaliser les premiers vols habités vers Mars et il fait un appel aux colons potentiels. Voilà, ceux qui veulent vraiment partir. Ce serait dans des vaisseaux. En plus, ce serait un peu comme une croisière, c'est ce qu'il explique. Hein, des vaisseaux où on aurait des petites cabines personnelles, il y aurait des restaurants, diffusion de films, etc. Enfin bon, pourquoi pas. Ah, c'est bien vendu. Hein. Mais une fois arrivé, il faudra quand même bosser puisqu'il faudra terraformer, comme on dit, c'est-à-dire en gros recréer une atmosphère terrestre, des cultures, etc. Et lui, son but, c'est vraiment de créer une ville sur Mars et même d'aller prendre sa retraite là-bas. Parce que si vous revenez, par contre, là, vous êtes le roi du monde pour le coup. Ah, mais là, vous imaginez le voyage que ça doit être. Si vous revenez pas, vous êtes le roi de Mars. Vous êtes le roi de Mars, c'est bien. Dans une autre catégorie. Vous restez dans l'histoire de toute façon. De toute façon. De Mars. Merci beaucoup, Anthony Latec, tous les jours avec Anthony aux alentours de 12h15 sur BFM Business. Quoi de neuf sur la planète immobilier, Marie-Cœur de Roy, aujourd'hui? Eh ben, on n'arrête pas de parler des prix qui s'envolent. Et puis là, on a une nouvelle alerte. Alors, vous avez parlé des prix qui s'échauffaient à Paris. Là, ça surchauffe même presque à Bordeaux. À Bordeaux. Depuis le temps que vous nous en parlez, Bordeaux, forcément, fallait que ça arrive. Thomas, un peu de culture aujourd'hui, nous allons au cinéma pour le coup. Ouais, on va parler d'un film qui va sûrement parler à beaucoup des salariés qui nous écoutent. Le film s'appelle Corporate, ça sort aujourd'hui et c'est sur la vie en entreprise et sur les dérives du management. Et c'est sans concession, comme on dit. À tout de suite. Tous les jours sur BFM Business, débat, controverse et pédagogie. Dès 9h, Nicolas Dose réunit les experts autour de la table de BFM Business. Économistes, journalistes, dirigeants confrontent leurs idées sur les grands sujets d'actualité économique du jour. 1 heure d'échange pour apprendre et comprendre. Les experts avec Nicolas Dose, tous les jours dès 9h sur BFM Business. Jusqu'où Renault Kadjar vous emmènera-t-il? Rendez-vous sur kadjarquest.fr pour participer aux premiers essais lunaires. Retrouvez BFM Business gratuitement à la télévision, exclusivement sur les box internet, le câble et le satellite. BFM Business Télévision, toute l'actualité économique en images. RMC, la radio pas comme les autres. Des questions pas comme les autres. Des face-à-face pas comme les autres. Des coulisses pas comme les autres. Des opinions, des questions, des infos. RMC, la présidentielle pas comme les autres. Midi 22 sur BFM Business. Dans l'actualité de ce mercredi, la Guyane, les discussions n'ont toujours pas redémarré, en tout cas officiellement, entre le gouvernement et le collectif qui rassemble les différents mouvements grévistes. Depuis quelques heures, d'ailleurs, c'est du côté de Kourou que la contestation prend de l'ampleur. Pourquoi ? Parce que le centre spatial est désormais occupé par plusieurs dizaines de personnes, et ce depuis maintenant près de 24 heures. Les experts de l'orage, comme tous les jours, l'actualité de l'IMO et de la culture. C'est tout de suite, on commence par l'IMO. Xavier cherche petit local pour grande entreprise. La vie IMO avec Orpi, solution immobilière. BFM Business, l'heure H, la vie IMO. L'immobilier Marie-Cœur de Roy. Depuis le temps, vous nous parlez de Bordeaux, forcément. Bah oui. Non, mais là, effectivement, forcément. C'est une petite alerte quand même que lance le réseau Meilleurs Agents. Qu'est-ce qu'il dit alors? Risque de surchauffe. Risque de surchauffe au niveau évidemment des prix de l'immobilier à Bordeaux. Alors faut bien voir, les chiffres sont spectaculaires, en tout cas ceux qui sont publiés par Meilleurs Agents. On est sur 1,5% de hausse de prix sur le seul mois de mars, et là ça va devenir de plus en plus élevé, quasiment 6% de hausse depuis le début de l'année, 5,9 précisément. Depuis janvier là, 6%. Depuis janvier, et si on regarde tout simplement sur un an, entre mars 2016 et mars 2017, là on est sur une hausse des prix de 10%. 10% de hausse de prix à Bordeaux. Même Paris, où on dit que les prix s'emballent. Je vous rappelle le réseau Century 21 qui nous dit qu'on est déjà aux 8600, 8700 euros le mètre carré, qui nous dit qu'on va doucement mais sûrement vers les 9000 euros le mètre carré à Bordeaux. Et bien même à Paris, la hausse des prix n'est pas aussi forte. Plus 2,7% depuis le début de l'année, plus 6,6% sur un an. On est loin quand même des 10% de hausse constatée à Bordeaux. Le dernier baromètre LPI Se Loger montrait lui aussi une forme de surchauffe à Bordeaux. En mars,
mars, on y frôlait les 4 000 € le mètre carré. Alors ok, on est quand même très très loin des 8 ou 9 000 € le mètre carré à Paris, on est d'accord. Mais quand même, Bordeaux et Lyon, dont on a aussi beaucoup parlé, sont en train de s'imposer progressivement sur le podium, derrière Paris, oui. Mais ils sont sur le point quand même de devancer Nice, qu'on jugeait jusque-là indétrônable à la deuxième ville, à la place des deuxièmes villes les plus chères de France. Mais quand on dit trop de spéculation à Bordeaux, on parle du 9, c'est ça ou... Alors on parle des deux, mais effectivement sur le 9, il faut bien regarder les chiffres de 2016. De la métropole de Bordeaux, on est sur, alors c'est peut-être presque cabalistique, 5555 ventes de logements neufs l'an dernier. C'est une hausse de quasiment 50% sur un an. La durée moyenne de commercialisation des logements, elle est passée en un an de 9 à 5 mois, preuve d'une raréfaction de l'offre et inquiétude aussi de certains professionnels compte tenu de la nature de cette demande. Il faut bien voir que sur ces 5555 logements neufs vendus, eh bien près de 70% ont été vendus à des investisseurs. La part des propriétaires occupants, ceux qui achètent pour y vivre, eh bien elle reste très minoritaire, même si c'est vrai, elle a plutôt tendance à se renforcer, mais quand même, ça pose des questions aussi sur la rentabilité des investissements locatifs. Est-ce qu'on est en train de créer une bulle à Bordeaux ? C'est la question. Mais tout ça, la faute des Parisiens, non, pas tant que ça en fait, puisque c'est surtout les investisseurs qui achètent. Ah bah, et les investisseurs parisiens aussi, pour faire l'investissement locatif, évidemment, et puis il y a le dispositif Pinel. Vers une bulle sur Bordeaux, on met un point d'interrogation. En tout cas, sur les prix, effectivement, là, ça grimpe très très fort. Meilleur agent nous dit ça aujourd'hui. Lavimo.com, un site immobilier de BFM Business, bien sûr, pour retrouver toutes ces infos. C'était Marie Cœur de Roy. Xavier cherche petit local pour grande entreprise. C'était La Vie Immo avec Orpi, solution immobilière. Bien, ça devient la mode, ces films qui nous parlent de la vie en entreprise. Donc c'est le film Corporate qui sort aujourd'hui, que vous avez visionné pour nous, Thomas. Voilà, racontez-nous ça. Une projection lundi soir. Et pour une fois, je vais vous parler du film en lui-même parce que c'est notre univers sur BFM Business, l'entreprise, le management. Et le film part d'un sujet très dur, le suicide au travail, derrière lequel on découvre un plan d'écrémage des salariés devenu indésirable parce que la direction estime qu'ils ne sont pas capables d'accompagner le changement, la transformation de l'entreprise vers un nouveau business model. Et pour faire partir ces salariés, la société dans le film met en place une politique RH implacable. Soit vous acceptez une mobilité, soit vous démissionnez, et si vous faites ni l'un ni l'autre, on vous met au placard. Et c'est ce qui arrive à l'un des salariés au début du film qui finit par se suicider. Alors évidemment, le suicide en entreprise, le management par la terreur, comme on l'a appelé, sont des sujets qu'on a tous en tête. C'est un peu le film France Télécom, mais pas que, puisqu'il y avait eu aussi avant des suicides au Technocentre de Renault à Guyancourt, même plus récemment à La Poste. Et si l'équipe du film a décidé de parler de ce sujet très particulier, c'est parce que le réalisateur, lui, a beaucoup entendu parler de management à la maison. Son père est consultant en ressources humaines. Et le scénariste du film, lui, ses deux parents travaillaient chez France Télécom au moment des drames. Donc c'est un sujet auquel ils sont sensibles. Et pour se documenter, comprendre l'entreprise et le management, puisque c'est pas leur univers à eux, ils ont rencontré des experts en ressources humaines, des managers, des sociologues et des inspecteurs du travail. Et alors, le film s'est réussi, est-ce que ça nous aide à prendre conscience un petit peu de ces dérives ou pas Guillaume, le film, il est bon dans la description, pour vous montrer les techniques qui servent cette politique d'écrémage. Employé par les RH, finalement. Par exemple, les fiches d'observation comportementale, où on voit, dans des cases, l'aversion du salarié au changement. La courbe du deuil, on voit sur une courbe où en est mentalement le salarié après s'être fait mettre sur la touche. Ou encore les séminaires où on apprend aux managers RH à faire partir les salariés sans les licencier, à installer chez eux le doute pour qu'ils en viennent d'eux-mêmes à prendre la décision d'une mobilité ou d'une démission. Donc pour montrer, le film est bon, il décrit bien, mais pour moi, il y a quand même un gros manque, une grosse limite au film. Le film s'appelle Corporate. Corporate, on sait tous ce que ça veut dire, c'est avoir à fond l'esprit d'entreprise, tout donner pour son entreprise. Là, on nous montre dans le film deux responsables RH. Un des RH, qui est joué par Lambert Wilson, et une de ces responsables RH, qui sont prêts à tout, sans se poser de questions, pour mettre en œuvre cette politique d'écrémage. Ils poussent les salariés à la mobilité ou à la démission sans état d'âme. Ils encaissent les dépressions, le mal-être des salariés et même un suicide, sans broncher, même si après la responsable RH, qui est l'héroïne du film, finit par se retourner. Mais bon, on parle d'un job qui est très dur. Faire partir les gens d'une entreprise et sans les licencier, des killers, comme ils disent dans le film. Guillaume, tout le monde ne peut pas faire ce job, je suis désolé. C'est très dur. Et alors, quel est le tempérament des personnes qui font ces jobs? Pour quelles raisons elles ont choisi de faire ce job? Encore une fois, c'est pas le